Qui a dit que la politique était une affaire de pros? Certainement pas nous. Dans Dimanche en politique, bienvenue à tous. Ici, on parle citoyenneté, vie quotidienne, questions qui fâchent. Et au sommaire, justement, de ce DEP numéro 7, les carburants, les prix montent, la colère aussi, y compris chez les écologistes. Pourquoi cette mesure anti-pollution les énerve autant? La patronne des Verts à la région viendra nous l'expliquer. Lui nous a fait pleurer de rire avec ses vidéos sur le net. Aujourd'hui, il se bat pour les animaux. Rémi Gaillard est l'invité de la semaine et pour l'instant, tout va bien. On n'a pas de mousse à raser sur la tête. Et puis, en ce 11 novembre, on va parler service militaire. C'est le débat. Il est de retour, rebaptisé service national, obligatoire pour les jeunes de 16 ans. Alors, mesure rétrograde ou vrai coup de pouce à la mixité? On ouvre le débat dans quelques instants. On pensait que c'était bel et bien terminé. Les 8 chefs, les lits au carré, le parcours du combattant, terminé tout ça? Eh bien, pas si sûr. Revoilà le service militaire, rebaptisé Service national universel, nouvelle version voulue par Emmanuel Macron. Il va démarrer en 2019. À quoi va-t-il ressembler? À qui va-t-il s'adresser? Et va-t-il vraiment donner un coup de pouce aux jeunes? Tout pour commencer, mode d'emploi avec vos réactions et on en parle après. Le premier objectif, assurer un brassage des jeunes Français de toutes origines et de tous milieux. Le futur service national universel sera donc obligatoire dans sa première phase, à partir de 16 ans, pour une durée de 1 mois, 2 périodes de 2 semaines, hébergés en internat. C'est un acte citoyen, quoi. Pour moi, en tout cas. Ça montre qu'on va dans la même direction. Donc, ça peut être pas mal. Je ne le ferai pas de moi-même, mais si c'était quelque chose d'obligatoire, franchement, je ne verrais pas trop de soucis là-dessus. Un mois, c'est pas beaucoup. Et à voir après, en fonction des cours ou des notions en fait, qui seront proposées, ça peut être bien. Il sera mixte, garçons et filles, et se fera durant les périodes de vacances scolaires. Le futur service national universel proposera ensuite une deuxième phase, sur la base du volontariat cette fois. 3 mois minimum consacrés à la défense, au service à la personne ou à l'environnement. Rémunéré ou pas, la question n'est pas tranchée. Sur le principe, les parents adhèrent. Je pense qu'au début, ça fera râler tout le monde, même moi. Mais bon, voilà, si c'est généralisé, si ça devient quelque chose de vraiment intégré dans la société, pourquoi pas? Moi, si on m'avait demandé de faire mon service militaire, si ça avait été facultatif, je pense que j'aurais dit non. Alors que je crois que quand je l'ai fait, c'était bénéfique de le faire. Le SNU commencera dès l'année prochaine. Le dispositif montera en puissance pour toucher toute une tranche d'âge, 800 000 jeunes entre 2022 et 2025. Le coût de fonctionnement est estimé à 1,6 milliard d'euros par an. Alors, dans une académie qui compte environ 500 000 élèves de moins de 18 ans, autant dire que ce service national universel va concerner du monde dans les prochaines années. On va accueillir tout de suite quelqu'un qui a travaillé en atelier justement sur ce futur service. Bonjour Charline Péculier, vous êtes référente pour l'Occitanie des jeunes avec Macron. Vous êtes étudiante en communication à Paul Valéry. Vous êtes toute jeune, mais si je vous disais, là aujourd'hui Charline, vous avez 16 ans, et dans quelques semaines, vous allez partir faire le service national. Qu'est-ce que vous répondriez? Alors peut-être qu'à 16 ans, je ne voudrais pas forcément parce que j'aurais peur de ce que ça peut apporter. Mais après avoir réfléchi, après avoir fait des ateliers, je comprends tout à fait à la fois. Donc ça peut permettre de favoriser l'engagement des jeunes. Donc ça, c'est vraiment le point important. Également la mixité sociale, parce que si ça a caractère obligatoire, c'est parce qu'on veut tout le monde ensemble, pour pouvoir éviter... On a peur de l'autre, en fait, quand on ne le connaît pas. Et là, ça permettra justement d'être un vecteur social. Et ça, c'est important. Et également, vivre en communauté, apprendre à vivre en communauté, en société. Et il y aura bien d'autres apports aussi pour les jeunes. Alors, on va en reparler. Même question pour vous. Bonjour Augustin Baudouin. Bonjour. Vous êtes militant à Solidaire étudiant. Vous êtes, vous aussi, à l'université Paul Valéry, comme Charline. Vous étudiez la littérature italienne. Même question, vous auriez 16 ans aujourd'hui, on vous dit « Augustin, tu pars faire le service national », vous signez ou pas? Absolument pas. En fait, pour moi, ce service national universel, c'est au mieux une simulation de mixité sociale et ça prétend résoudre ce problème d'inégalité, de méconnaissance de l'autre en 15 jours d'enfermement obligatoire dans un internat alors qu'en 15 ans, l'école ne parvient déjà pas à le faire.
Donc pour vous, très mauvaise idée, très mauvaise réforme? Oui, c'est une simulation en fait qui va être extrêmement coûteuse, qui va être prise en charge par le ministère de l'enseignement supérieur, qui dans le même temps supprime 1800 postes d'enseignants. Il y a une espèce de nostalgie de la camaraderie, des casernes, etc. La guerre, c'est pas ça. Le militaire, c'est pas ça. Le militaire, c'est des milliers de personnes qui meurent, souvent issues des classes populaires. Donc pour moi, c'est vraiment une mauvaise idée. Mais est-ce que c'est un pansement sur une jambe de bois? Est-ce qu'effectivement, garder les jeunes pendant un mois en essayant de régler tous leurs problèmes d'un coup, est-ce que c'est pas un peu illusoire? Alors non, parce que on fait ça avec l'école. On fait ça en lien, justement, c'est pour ça que Gabriel Attal est rattaché à M. Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, parce que c'est en lien, c'est avec l'éducation nationale. C'est pas, on n'essaie pas de mettre un pansement sur quoi que ce soit. On essaie de recréer vraiment une mixité sociale, une cohésion nationale et favoriser l'engagement des jeunes. Ça, c'est très, très important. On va parler de l'engagement, juste peut-être sur le plan logistique. Donc, ça va concerner tous les jeunes de plus de 16 ans. Il va falloir qu'ils participent 2 fois 15 jours à ces sessions de SNU. Déjà, comment c'est possible de rassembler tous les jeunes à un moment donné, ceux qui seront par exemple en apprentissage? Ça ne sera pas possible pour eux de le faire. Est-ce qu'il n'y a pas déjà des contre-indications à ce système-là? Alors ça c'est des modalités qui vont sortir en décembre, on le saura, savoir si c'est pendant les vacances scolaires ou pas, ou si c'est intégré à l'école, et je pense qu'il n'y aura pas de problème là-dessus. Vous êtes pourquoi, vous? Que ce soit intégré à l'école ou pendant les vacances? Plutôt intégré à l'école de façon personnelle. Je pense que c'est mieux. Parce que du coup, il y a des élèves qui peuvent travailler, à 16 ans, c'est plus rare, mais qui peuvent travailler pendant les vacances. Donc, on fait attention à ça aussi. Oui, et puis ils ont peut-être envie d'avoir leurs vacances aussi, tout simplement. Moi, je n'ai pas spécialement d'avis sur la question dans la mesure où, en fait, je m'oppose de manière radicale à ce projet de service national universel. Oui, mais si ça se fait, Augustin, quelle serait la meilleure façon de le faire, selon Mais pour vous? moi, il n'y a pas de meilleure façon de le faire. En fait, la meilleure façon, c'est de ne pas le faire. Et je voudrais aussi revenir sur l'âge des recrues, qui pour moi est quelque chose d'assez fondamental. Donc c'est 15-16 ans pour l'instant, à peu près la tranche d'âge ciblée, on nous dit après la classe de 3e, même si c'est pas encore très précis. Moi, il y a quelque chose sur lequel je voudrais attirer l'attention, c'est qu'à cet âge-là, c'est parfois dur d'avoir un recul critique sur ce qu'on nous propose. Et donc je pense qu'il faut faire extrêmement attention à une forme d'endoctrinement qui pourrait découler de ce service national universel. On nous dit qu'on va nous apprendre les valeurs de la République, etc. Et le deuxième point sur lequel il me semble que c'est important de revenir, c'est par le biais de ce service national, on renforce ce qui existait déjà un peu par le dispositif du service civique, à savoir une jeunesse à qui on fait porter tous les problèmes de la société et dont on voudrait qu'elle se substitue au service public parce qu'elle coûte beaucoup moins cher. En fait, c'est ça la réalité, c'est-à-dire qu'on va demander à des jeunes d'aider à assurer des missions de défense, des missions de tutorat, de l'aide à la personne, en ne les payant pas ou en les sous-payant. Et donc pour moi, ça c'est un vrai problème de demander à une jeunesse qui est déjà précarisée d'assurer gratuitement ce qui devrait être les missions de l'État. C'est le but, Charline, d'utiliser de la main-d'œuvre pas chère? Je pense que c'est l'engagement dans des associations, c'est un apport énorme pour les jeunes. Ça permet de former. Moi, j'ai fait un service civique et ça m'a permis énormément de choses, d'apprendre beaucoup, de me préparer aussi à la vie active. Et donc ça, c'est important. Et d'une part, et d'autre part, ça permet de sensibiliser à des causes aussi. Quelle forme d'engagement en réalité je suis pour l'engagement, je suis syndicaliste, en fait, au quotidien, je m'engage. Mais en fait, il y a d'un côté un engagement qui est stigmatisé, qui est l'engagement politique. Et d'un autre côté, on essaye d'instaurer un espèce d'engagement obligatoire, d'engagement forcé, qui pour moi n'a aucun sens. En fait, l'engagement n'a de sens que s'il est volontaire. Et donc effectivement, il y a une deuxième phase optionnelle, mais il y a une première phase où dans la deuxième période de 15 jours, on va demander un petit peu aussi cet engagement forcé. Voilà. Et en fait, l'engagement aujourd'hui, que ce soit dans le syndicalisme, l'engagement politique, ou même dans l'éducation populaire, il est fortement réprimé par l'État, par la police, etc. Donc pour moi, il y a une hypocrisie, encore une fois, où on voudrait mettre la jeunesse au pas, au sens propre comme au sens figuré, en lui imposant un référentiel de valeurs et un certain type d'engagement plutôt qu'un autre. Je ne suis pas d'accord avec vous là-dessus, puisque déjà, on n'opprime pas les syndicats. C'est pas l'idée. Ce qu'on veut pas, ce sont les blocus à l'université. C'est complètement différent. Mais en fait, du coup, vous imposez la méthode de lutte, de réflexion. Donc en fait, quand elle sort du cadre que vous avez imposé, elle ne vous convient plus. Donc il y a quand même une stigmatisation et une répression d'une certaine forme d'engagement, dans les faits. Mais est-ce que c'est de l'engagement dirigé, comme le dit Augustin? Pas du tout, puisque justement l'engagement sera très large. La deuxième phase est optionnelle. Là, c'est 2 fois 15 jours, donc on parle d'un petit engagement et surtout d'accompagner ces jeunes. Donc c'est plutôt dans l'autre sens, c'est les accompagner, pas faire en sorte que ce soit de la main-d'œuvre gratuite, loin de là. En plus, il y aura des contreparties, donc ça pareil, ce sera en décembre que ça sortira, des contreparties, que ce soit financier, que ce soit avoir le permis, c'est pas encore décidé,
mais ça va venir aussi pour que les jeunes s'y retrouvent également. Mais vous avez parlé tout à l'heure du service civique. Pourquoi ne pas avoir renforcé, élargi le service civique, qui est déjà un système qui fonctionne bien? Les jeunes peuvent suivre sur plusieurs mois, peuvent s'engager auprès d'associations. Pourquoi ne pas être passé par là? Ça n'aurait pas été plus simple et plus efficace? Finalement, c'est une forme de renforcement du service civique, puisque c'est complètement complémentaire. Le service civique permettra d'avoir son diplôme, enfin, c'est pas un diplôme, mais de pouvoir... ce sera une participation au service national universel. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Merci Charline. Augustin, peut-être un mot de conclusion? Oui, sur le service civique, très rapidement. À l'université Paul Valéry, où on est tous les deux, il faut savoir qu'il y a des postes qui étaient occupés par des gens en CDI, puis en CDD, puis par des contractuels, et qui sont maintenant occupés par les services civiques. Et là, en fait, là, on voit bien que le service civique, c'est le dernier maillon d'une chaîne de précarisation du service public. Et donc voilà, moi je le redis, pour moi ce projet, c'est pas un projet émancipateur pour la jeunesse, c'est un projet qui vise à la surveiller, à la soumettre au service d'une politique libérale, etc., où on voudrait qu'il n'y ait plus de contestation. Allez, on va s'arrêter là. Merci à tous les deux d'être venus débattre autour de ce service national universel qui va donc démarrer à partir de 2019. Voilà pour cette première partie. On va passer à la seconde dans quelques instants avec l'invité de la semaine. Dimanche en politique, la suite et l'invité de la semaine est devenu quelqu'un en faisant n'importe quoi. Il cumule des millions de vues sur le net avec ses vidéos hilarantes et provoque. Mais aujourd'hui, il met toute sa notoriété et toute son énergie dans la défense des animaux. Rémi Gaillard est avec nous. Je viens de lui faire signe pour qu'il nous fasse une petite entrée en plateau. Bonjour Rémi. On est ravis de vous accueillir. Bonjour Brianne. Le week-end prochain, oui, on accueille Brianne de Bock qui est avec nous aussi. Le week-end prochain, c'est la deuxième édition du festival que vous avez créé, le festival Animal, A-N-Y-M-A-L. On prononce comme ça ou Animal? Oui, pour tous les animaux. Concert au Zénith avec Chaka Pong, Kali, Trio, Sansimilla, Goula Masque. Ne cherchez pas de place, c'est complet. LG aussi. Et ça fait un carton chaque fois. À quoi vont servir les fonds récoltés, Rémi? À créer un campus mi-homme, mi-animaux. Enfin, c'est-à-dire C'est-à-dire que vous pourrez tous vous y rendre pour voir comment ça se passe. Il y aura une brasserie végane. Il y aura plein de choses. C'est un parc, pour des espaces de liberté pour les chiens abandonnés dans l'attente d'être adoptés. Attention que ce soit bien clair, c'est pas un zoo. Hein. Et voilà, non, c'est tout un projet que j'ai créé avec une équipe qui m'aide beaucoup pour ça. Et on doit récolter des fonds via ce festival, mais aussi via des donateurs, comme le patron d'un grand magasin qui ressemble à... Non, je ne vais pas le dire. Mais vous voulez le créer où, ce campus? J'aimerais le faire autour de Montpellier, parce que c'est chez moi, ça serait mieux. Voilà. Ok, donc ça c'est le prochain projet. Il y en a certainement d'autres et des combats, on va en parler ensemble. Restez avec nous, mais d'abord, on avait envie de resituer un petit peu votre parcours, Rémi Gaillard, et on a demandé à Brianne Bock de s'y coller sur ce drôle d'animal de Rémi Gaillard. Bonjour Rémi Gaillard. Donc vous avez 43 ans, un vrai... Ah non. 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 Ça, c'est une fausse information que je... Ah oui. Quel âge alors? J'ai 37 ans, en vrai. Mais c'est vrai que depuis des années, ça circule sur Wikipédia. Ça commence bien. Non, mais c'est vrai, pas Wikipédia. Hein. Et en plus de ça, grâce aux maquilleuses de France 3, je fais encore moins, tu vois, donc voilà. Alors on reprend. Vous avez 37 ans. Un vrai Montpellier, hein. Ça c'est vrai? Oui. Ok. Oui. Et fan de foot aussi? Oui, notamment, ouais. Du sport en général. Du sport en général. On a commencé à vous connaître au début des années 2000, lorsque vous avez posté vos premières vidéos sur Internet. Alors ça, c'est ma fiche Wikipédia, effectivement. Non, mais... Vous jouez votre propre personnage déguisé sur un ton humoristique, ça on est d'accord. Ouais. Alors, je vous suivais à l'époque. L'idée est de se moquer des personnes que vous croisez dans les lieux publics. Je me moque jamais des gens. Non, tu vois, c'est des fausses informations. Votre slogan... C'est des fake news, putain. Et votre slogan, c'est... Vous me direz si c'est vrai? Oui. C'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Ouais, et c'est aussi en faisant quelque chose de bien pour les animaux qu'on devient quelqu'un, tu vois. Alors, vous nous direz tout à l'heure si vous êtes devenu n'importe qui, justement. Bah j'essaye, mais c'est dur. Hein. En 2008, on vous a vu par exemple sur un kart imiter Mario dans les rues de Montpellier. Ça, c'est vrai aussi. Oui. Cette vidéo a été visionnée 74 millions de fois sur YouTube. Ça, c'est YouTube qui le dit. Hein, c'est pas la plus vue sur YouTube. Ah, bah, en tout cas, 74 millions, c'est déjà pas mal. Anne-Sophie, imaginez, c'est 8 fois le clip de Marie de Johnny Hallyday sur YouTube. 8 fois. Ouais, je sais pas si on peut comparer les deux. Mais... Bon, en tout cas, voilà, c'est quand même, c'était histoire d'avoir un élément de comparaison.
Vous avez aussi joué Pac-Man, le célèbre jeu dans un supermarché en faisant près de 70 millions de vues. Ouais. Gros succès. Alors on ne sait pas trop ce qu'il s'est passé, mais en 2015, vous êtes devenu militant pour la cause des animaux. Moi, je peux vous le dire, ce qui s'est passé. Vous nous le direz tout à l'heure, mais d'accord. On vous voit par exemple dans une vidéo déguisée en orque et fustiger le parc Marineland à Antibes. Ouais. Et vous vous êtes aussi enfermé dans une cage de la SPA à Villeneuve-les-Maglones pendant 86 heures, filmé sur Facebook. Et grâce à cela, vous avez récolté 200 000 € de dons. Pour le refuge, que ce soit bien clair. Pour le refuge. Alors, on peut se poser légitimement la question, pourquoi avoir abandonné des vidéos sans engagement militant et aujourd'hui porter la cause des animaux? Est-ce pour rebondir face à la lassitude du public ou est-ce une seconde carrière où vous recherchez du sens, comme si vous étiez aujourd'hui lassé de faire n'importe quoi? D'accord. Je dois répondre? Mais allez-y. En fait, si tu regardes bien, déjà dans mes premières vidéos, il y a très longtemps, je me déguisais en poulet et je déposais une gerbe de fleurs devant une rôtisserie. Donc il y avait déjà un message. Et ça fait longtemps que je défends les animaux de façon un petit peu subtile. Mais c'est vrai que depuis que mon chien est mort en 2012, il s'appelait Tilai, avec un Y, d'où le Y dans Animal aussi, je me suis promis, en fait c'était mon frère, c'était ma famille, je me suis promis de tout faire pour lui et ses congénères, parce qu'il m'a apporté bien plus que certains humains. Notamment la directrice de la SPA de Montpellier, par exemple. Et oui, je me suis enfermé dans cette SPA en 2016 pour récolter des fonds. Et je pense qu'ils en ont fait bon usage, en tout cas je l'espère pour les animaux. Mais vous, c'est une expérience qui vous a bouleversé. Je me souviens, oui. Vous avez rencontré à cette époque et vous en êtes ressorti quand même... Bah oui, j'étais complètement bouleversé. La deuxième nuit dans le refuge était la pire de ma vie, puisque je devenais fou. Il y avait les aboiements des chiens et tout. J'essayais de dormir comme ça. J'avais peur que les aboiements restent toute ma vie. Enfin, voilà, c'était vraiment difficile. Mais aujourd'hui, Rémi, quand on regarde votre Facebook, vous publiez énormément de choses pour la défense des animaux. Ça part un peu tous azimuts. Est-ce qu'il y a vraiment des combats qui vous tiennent à cœur? En fait, moi, c'est surtout les titous, les chiens, parce que c'est à travers mon chien que j'ai commencé l'aventure. Mais en réalité, je ne peux pas abandonner les copains, quoi. Il y a le renard, je viens de découvrir que le renard est sur la liste des nuisibles et j'ai vu comment ils étaient chassés. Il y a de la vénerie sous terre, on appelle ça. Ils sont carrément attrapés avec des pinces, on les sort de là, on leur met des coups de pelle. Je ne peux pas non. Putain, ils sont très réactifs. Ils sont super réactifs. Oui, parce qu'on a vu qu'effectivement, en ce moment, votre cheval de bataille, c'était le renard. Vous êtes allé voir François Drugy, le ministre de l'Environnement, pour essayer de lui faire retirer le renard de la liste des nuisibles. Mais je vais y arriver. Je vais y arriver. Enfin, je vais y arriver. On va y arriver tous ensemble parce que moi, je vais rien régler tout seul. J'ai besoin de vous, j'ai besoin de tout le monde. La politique, je sais pas si c'est la meilleure chose pour les animaux. Je l'ai rencontré. Mais vous faites de la politique, là, quelque part. En réalité, je fais la politique du cœur. Je fais le renard, qui c'est qui va parler pour lui? Personne. Non, mais c'est en fait, juste avant, il y avait elle était en marche, c'est ça? Oui, tout à fait. Très sympathique, mais elle m'a demandé, je peux rien faire avec les politiques parce que c'est tout le temps, voilà, les animaux n'ont pas de parti. C'est le parti du cœur. Et ça ne veut pas dire que moi j'ai un gros cœur comme ça. Moi aussi, je suis un connard des fois et je me trompe et tout. Mais non, franchement, je te le dis les yeux dans les yeux, je ne fais pas ça pour avoir un second plan de carrière. Je vais, et je l'espère, retourner à mes vidéos parce que j'ai besoin de faire rire ou de rire moi-même. Et là, j'ai lancé l'association, ça se passe plutôt bien. On a une employée, ça y est, peut-être que je vais pouvoir... voilà, la fusée est lancée. Alors oui, je serai toujours là. Allô Houston, on a un problème ou pas? Je regarderai comment ça se passe pour ne pas faire les mêmes erreurs que d'autres associations. C'est-à-dire, c'est quoi les mêmes erreurs que d'autres associations? Vous le savez, j'ai eu beaucoup de difficultés avec la SPA de Montpellier notamment. Les 200 000 € pour moi ont été utilisés de façon un petit peu... pas très chouette, quoi. Je me suis enfermé dans une cage pour justement démontrer que l'enfermement ne servait à rien et que c'était compliqué. Alors je ne suis pas un chien, je suis resté enfermé pendant 86 heures. C'était pour dire surtout libérez-les. Et finalement, ils ont pris l'argent pour faire des chauffages dans les cages. Quelque part, ils légitimisent une forme de prison et d'enfermement. Moi, je veux surtout les libérer. Moi, quand je suis sorti au bout de 86 heures, non, j'ai eu froid la première nuit. Mais après, je n'avais plus froid. Alors je dis pas que les chiens n'ont pas froid, mais ils ont surtout envie de sortir. Rémi, vous allez rester avec nous. On va continuer l'émission. On va parler maintenant d'une autre colère qui est en train de monter en France. Vous en avez certainement entendu parler. C'est le 17 novembre. C'est le 17 novembre. C'est le jour de mon festival, bordel. Donc, je vous le dis, la vraie révolution, elle n'a pas lieu sur les routes, elle a lieu dans ce putain de zénith où ça va être un bordel magnifique. Venez avec vos gilets jaunes si vous voulez. Alors, ok, on va parler des gilets jaunes. Avant d'aller au festival, on va aborder notre rubrique hashtag Je proteste. Vous le savez, la hausse du prix des carburants vous met fort en colère. Écoutez-vous. Le message est bien passé, donc voilà, on va se bouger pour... Parce que là, il y en aura le bol, quoi. On va essayer de bloquer les stations, on va essayer de bloquer tout ce qu'on peut.
tout augmente. Et je pense que c'est quand même bien aussi que les gens aillent sur le terrain pour montrer leur mécontentement et moi je les soutiendrai. Brianne, ces carburants, qu'est-ce qui pose problème? Expliquez-nous. Ces carburants, d'ailleurs en parlant de gilets jaunes, Rémi Gaillard, est-ce que vous en avez un? Ouais. C'est obligatoire. Est-ce que vous allez le prendre pour manifester, par exemple, pour la hausse des carburants ou... Alors, moi, j'ai pas envie d'aller sur un terrain glissant, je suis pas très politique, mais il y a un truc que je ne comprends pas. On proteste contre une décision du gouvernement d'augmenter le prix des carburants, mais allons bloquer l'Elysée. On se bloque entre nous. C'est juste là où moi j'ai une petite incompréhension. Mais après, j'ai pas envie d'aller sur un terrain glissant. C'est très bien ce qu'ils font. Évidemment, je suis avec eux, mais je comprends pas pourquoi on se bloque entre nous. En plus, on va avancer à une allure d'escargot sur les autoroutes. Est-ce que c'est bon pour le climat? Je ne sais pas. Mais c'est bizarre. Moi, je veux bien aller devant l'Elysée pour le bloquer. Grosso modo, en un an, 24% d'augmentation pour le gasoil, 10% pour l'essence. Alors certes, en 2018, les taxes ont bel et bien augmenté d'environ 8 centimes par litre pour le gasoil et 4 centimes pour l'essence. Une hausse qui va d'ailleurs continuer et se poursuivre en 2019. Le gouvernement prévoit une nouvelle hausse de 6 centimes pour le gasoil et de 3 centimes pour l'essence. Alors face à cette augmentation, aujourd'hui, la fronde s'organise. Vous vous souvenez probablement des bonnets rouges à l'époque, sous le mandat de François Hollande, contre l'écotaxe. Il y a donc aujourd'hui les gilets jaunes contre l'augmentation du prix de l'essence. Des particuliers mettent sur leur pare-brise des gilets pour protester. Plusieurs groupes Facebook ont d'ailleurs été créés dans notre région et ce sera probablement la nouvelle bête noire du président Macron. Oui, avec une grosse journée de blocage, donc on l'a dit, prévue le 17 novembre. Et il n'y a pas que les automobilistes qui sont en colère. Une élue verte, voire rouge, pardon pour le jeu de mots, ça peut paraître paradoxal puisque cette augmentation a pour objectif de lutter contre la pollution. La vice-présidente Europe Écologie Les Verts du Conseil régional, Agnès Langevin, a poussé un coup de gueule cette semaine. On l'a jointe, Agnès Langevin, en duplex depuis Perpignan. Et voilà pourquoi elle n'est pas contente. Je suis en colère parce que, franchement, cela fait des décennies que les scientifiques et les écologistes alertent sur la nécessité de la transition écologique et énergétique, de la nécessité d'adapter et d'accompagner les Français dans cette voie. Et aujourd'hui, les Français paient le prix de l'inaction. Combien va rapporter cette hausse des carburants et combien vont être affectés à la transition écologique ? Alors, les taxes, les recettes de ces taxes sur les carburants, en 2018, ça va être aux alentours de 34 milliards d'euros. En 2019, ça sera une augmentation de 4 milliards supplémentaires. Pour autant, effectivement, chaque euro collecté ne va pas à la transition énergétique. Et la grande majorité de cette recette repart dans le budget général. Et c'est là aussi que ça ne va pas. Il faut absolument que chaque euro collecté soit finalement rendu aux Français pour s'adapter, acheter un véhicule propre, pouvoir rénover son logement, pouvoir se chauffer différemment et améliorer sa qualité de vie et bien sûr son pouvoir d'achat. Oui, vous expliquez que sur les 4 milliards, seulement 1 milliard sera véritablement affecté à la transition écologique. Un quart de ce qui va être récolté. Est-ce que le gouvernement en profite pour regarnir ses caisses sur la cause de l'environnement ? Alors c'est effectivement un signal très négatif. L'écologie est encore vécue de façon punitive et surtout le citoyen n'y trouve pas de sens. Je veux dire, l'impôt juste, c'est l'impôt dont on voit le retour en termes de services, de bénéfices dans sa vie quotidienne. Et là, encore une fois, l'écologie est prise par son aspect négatif et n'est pas, si vous voulez, portée comme un projet positif qui va donc améliorer bien sûr le climat, mais la vie quotidienne des Français. Est-ce que vous allez aller bloquer le 17 novembre avec les automobilistes mécontents ? Non, je ne participerai pas à cette manifestation du 17 novembre. Je ne me retrouve pas dans ce qui est porté avec des accents de populisme, même si je peux partager la colère. Je pense que la fiscalité écologique doit rester un marqueur fort. Nous n'avons pas d'autre issue que de sortir des énergies fossiles. Agnès Langevin est complètement d'accord avec vous, Rémi Gaillard. Je crois, et je viens de me faire la réflexion, je crois que c'est la seule émission, la première, peut-être la dernière, je ne sais pas, où je suis... Voilà, il y a marqué, j'avais pas vu, ça s'appelle En politique. Je ne sais pas pourquoi je suis là, mais voilà. Parce que la politique, c'est l'affaire de tous, Rémi Gaillard, et vous en faites, je pense, à votre façon. D'accord, la politique du cœur, alors. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Merci Anne-Sophie. Vous avez un gilet jaune, au fait ? J'ai un gilet jaune dans ma voiture, comme tout le monde, puisque c'est obligatoire, vous l'avez rappelé. Et le 17 novembre, il sera où ? Il sera sur le pare-brise ou pas Il est dans ma voiture. D'accord. Elle ne se mouille pas, les journalistes, elle a raison. Et voilà. Et Brianne, gilet jaune ? Oui, quand même. Ouais. Et le 17 novembre, il sera où ?
Dans ma voiture. Voilà, Ok, bien. d'accord. Bravo les journalistes. On continue avec le top et le flop. Chaque semaine, on donne un carton vert, un carton rouge. On va commencer avec notre top. Il est un peu morbide, mais écolo, pour le coup. Voilà, Rémi Gaillard, est-ce que vous êtes écolo ou pas ? Je crois que je fais le maximum pour l'être ou le devenir. En tout cas, maintenant, on peut mourir écolo. C'est-à-dire s'acheter un cercueil en carton. Super. On peut même le customiser, on va le voir sur les images. Voilà. Si vous êtes passionné par des avions, par exemple, vous pouvez mettre un avion sur votre cercueil. Écolo et passionné par les avions, il n'y a pas un problème entre les deux ? Ah oui, c'est vrai. Alors, il y a d'autres exemples, par exemple, très rapidement. Brian, c'est ta première émission ou pas ? Fais gaffe, c'est peut-être la dernière. Voilà, là, vous êtes passionné de sport, par exemple. Ça serait peut-être celui-là ? Ouais, mais tu sais quoi ? Je touche du bois et tu vas demander ça à quelqu'un d'autre. Okay. Voilà, donc en gros, c'est une entreprise gardoise qui fabrique ces cercueils-là. C'est uniquement fait pour la crémation et un cercueil comme celui-ci brûle en 1 minute 30 contre un vrai cercueil en bois qui met 1h30. Donc, moins de fumée et donc plus écologique. Est-ce qu'il y a d'autres informations ? Oui, il y en a une autre et celle-là, elle va vous énerver profondément. Oui, on a un flop et c'est, on va dire, c'est la honte de la semaine pour cet Hérolté, cet habitant de Marseillan qui vendait une corne de rhinocéros noir sur Internet. Voilà. Non, c'est pas sur le Bon Coin, c'est sur un site étranger justement pour pas se faire attraper par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Donc il a vendu il a mis en vente cette corne de rhinocéros de 75 cm. Ouais. Et malheureusement, la Chine vient de relancer le commerce des cornes de rhinocéros. En tout cas, elle a été saisie par les forces de l'ordre. Voilà, c'était notre flop de la semaine. On pensait bien que vous auriez une réaction. C'était un super flop, là-dessus. Merci Rémi. Autre chose à ajouter pour le festival la semaine prochaine ? Je vous remercie de m'avoir invité et vous pouvez venir au festival. Et ce campus, ce sera pour quand ? Alors j'espère que ce sera pour 2020. Et je sais que ça sera aussi politique parce qu'il faudra l'accord de certains politiques ici. Et si je sens que c'est compliqué, si ça se trouve, je vais présenter un chien. Voilà. Pour les municipales. Pour les municipales. Je vous embrasse. Vous voyez que Dimanche en politique, l'émission portait bien son nom. Merci beaucoup Rémi, merci d'être venu. Merci à vous. Je me casse ? On vous embrasse aussi, non ? Vous restez Rémi jusqu'à la fin du générique si vous voulez bien. Le temps que je dise au revoir à tout le monde, je leur donne rendez-vous dimanche prochain. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans quelques instants, c'est l'info.